oui, je m'appelle Nancy Azevedo et aujourd'hui, j'ai organisé ma présentation en 3 grandes parties. Donc, je vais vous parler un peu de c'est quoi la définition d'un laboratoire vivant ou de Living Lab que nous avons utilisé pour guider les projets de recherche qui font partie du consortium Vitalis. Aussi, je vais vous parler très brièvement de c'est quoi exactement ce consortium Vitalis, son objectif, ainsi que quelques projets de recherche qui sont avec des personnes âgées qui sont soit en santé ou qui ont une maladie ou une lésion neurologique. Et je vais terminer par vous parler de quelques avantages et aussi de quelques défis qui peuvent survenir lorsqu'on utilise cette approche de Living Lab ou de laboratoire vivant. Donc, la définition de laboratoire vivant que nous avons utilisée dans l'initiative Vitalis, elle vient de l'ENOL. Donc, ça, c'est the European Network of Living Labs. Donc, selon l'ENOL, un laboratoire vivant est une méthodologie, un environnement et aussi un système dynamique qui est multidimensionnel pour l'innovation qui est axée sur les utilisateurs et les organisations qui utilisent. C'est centré sur l'expérimentation et aussi la co-création avec les véritables utilisateurs dans des environnements de vie réelle où tous les acteurs qui sont concernés cherchent ensemble des solutions novatrices ou des nouveaux produits ou services. C'est vraiment un processus où tous les utilisateurs sont des acteurs actifs plutôt que des receveurs passifs dans le processus. Donc, ça, c'est la définition qui nous guide dans les travaux qu'on fait à partir du consortium Vitalis. Mais c'est quoi au juste cette initiative? Donc, le consortium Vitalis, c'est un regroupement de laboratoires vivants de santé et bien-être qui a été financé par the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program. Donc, il comprend 19 partenaires qui proviennent de 11 pays, 10 pays de l'Europe qui, entre eux, ont 17 laboratoires vivants, ainsi que le Canada, où nous avons ici à Montréal les laboratoires vivants McGill, Université de Montréal, CREER. L'objectif de ce projet est de concevoir, d'implanter et de valider des méthodes, des outils, des technologies pour standardiser les infrastructures de laboratoires vivants à travers tout le monde. Et nous menons aussi des projets pilotes de recherche, dont 4 qui impliquent des laboratoires vivants, McGill, Université de Montréal ou CREER. Donc, les projets de recherche qui font partie de cette initiative se centrent autour de 3 grands thèmes. Bien que ces thèmes ne concernent pas spécifiquement les personnes âgées, nombreux de ces projets sont intéressés directement aux personnes âgées en santé ou aussi des personnes âgées qui souffrent d'une maladie chronique ou d'un handicap. Donc, les 3 grands projets de recherche ou les thèmes de recherche sont la réadaptation, les soins de transition et les environnements de la vie quotidienne. Donc, chaque volet de recherche contient des projets pilotes, comme je vous ai dit. Donc, dans le volet réadaptation, ici à Montréal, nous avons 2 projets qui évaluent des technologies innovantes dans les milieux hospitaliers avec des personnes qui ont subi un AVC. Donc, nous avons un projet en cours, le projet Télédanse, qui est mené par Lucie Baudry, que je crois qui est avec nous aujourd'hui. Ce projet se déroule actuellement. On a aussi un projet qui s'appelle Walk Again. Ce projet est mené par Sylvie Nadeau, Cyril Duclos, Joyce Fung, Anouk Lamontagne et Eva Kahaya. Et ce projet est encore au niveau de la préparation. Et malheureusement, je ne peux pas vous parler en détail de tous les projets, mais on peut y revenir plus tard si on a du temps. Pour le volet soins de la transition, nous avons le projet Brilliant. Ce projet est mené par Sarah Ahmed. Et ensuite, pour le volet environnement de la vie quotidienne, ici à Montréal, on a le projet que nous appelons entre nous le Neuro-MBAM. C'est un projet qui est mené par Hélène Deguise, Sylvie Nadeau, Eva Kahaya et Aaron Johnson et Theo Poldma. C'est un projet qui est en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est plutôt sur ce projet et 2 autres projets antérieurs aussi avec le musée
qui ont permis à ce projet de voir le jour. C'est sur ces projets que je vais vous parler plus en détail pour vous donner des exemples plus concrets d'avantages et de défis que nous avons vécus en vivant vraiment cette méthodologie Living Lab. Donc, je vais vous parler très, très brièvement. Les deux projets qui ont commencé avec le musée. Le premier s'est déroulé, a commencé en 2018. C'est un projet qui regardait, qui visait la communication au musée. Aussi, un autre projet qui visait à caractériser l'interaction dans l'environnement des personnes lors d'une visite au musée. Et ça, c'était spécifiquement avec des personnes âgées. Donc, ces deux projets ont mené au projet que nous avons maintenant dans le consortium Vitalis. Et c'est à partir de ces trois projets que je vais maintenant parler de certains avantages et défis qu'on a vécus et auxquels on a été confrontés quand on utilise cette méthodologie Living Lab. Donc, quelques avantages. C'est clair que quand on travaille en partenariat, les partenaires ont des expériences et des expertises complémentaires. Donc, ça, c'est un avantage. Un autre, c'est que cette approche nous permet de sortir des murs des laboratoires et d'aller dans la communauté, ce qui nous permet aussi d'avoir une collecte de données dans un environnement réel. Donc, plus précisément, pour le projet avec le musée des Beaux-Arts, les partenaires proviennent de différents milieux et chacun apporte son expertise et contribue à chaque étape du projet. Donc, pour ces projets au musée, nous avons des professionnels de la santé, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des orthophonistes, tous ensemble. Et ces personnes-là, elles sont en contact direct avec les participants. Dans ce cas-ci, ce sont des personnes âgées ou des personnes ayant subi un AVC. Donc, ils ont été très utiles dans le recrutement, mais pas seulement dans le recrutement, mais aussi ils nous ont aidés à cibler puis à avoir des objectifs qui sont plus réalistes. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire avec ces personnes ou pas? Les chercheurs aussi ont certaines expériences, donc ils ont des savoirs théoriques, des méthodologies aussi. Aussi, souvent, ils apportent des technologies novatrices que nous avons pour certains projets de recherche. Donc, vous en voyez quelques-unes dans les diapos. Mais si aussi les partenaires, dans ce cas-ci, les partenaires du musée, bien, eux, ils nous offrent un environnement où on peut venir faire nos projets de recherche, des œuvres d'art. Et ce sont les vraies œuvres d'art, pas des reproductions, pas des photos. Donc, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas accès si on ne serait pas sur lieu. Et aussi un certain niveau de réalisme. On avait souvent des gros rêves de ce qu'on voulait faire et nous apportait vraiment des conseils très pratico-pratiques de ce qui était possible et ce qui était moins possible de faire dans le musée. Donc, tout le monde avait une voix. Un autre avantage, c'est qu'en utilisant une approche laboratoire vivant, on peut sortir des murs des laboratoires. Dans notre cas, ces murs sont situés dans les centres de réadaptation des universités. Mais en sortant, on peut faire une collecte de données dans un environnement réel. Dans ce cas-ci, c'était le pavillon pour la paix du Musée des Beaux-Arts. Donc, ce que ça nous permet, c'est de faciliter le recrutement des participants. C'est agréable de venir au musée. Fait que quand on essaie de recruter des participants en leur disant oui, ça va se faire au musée, ils sont plus portés à dire oui parce que c'est intéressant, ça fait une belle sortie. Donc, ça aide dans le recrutement. Ça nous permet aussi d'explorer différents types de recherche et d'approches de recherche qu'on ne peut pas faire dans un laboratoire. On a beaucoup plus d'espace, on a accès à des escaliers, des couloirs, des portes, toutes sortes de choses qu'on ne pourrait pas nécessairement avoir accès dans un labo. Et tout ça nous permet d'avoir une collecte de données qui est beaucoup plus écologique. Donc, ce sont certains avantages. Mais c'est clair qu'il y a aussi quelques défis qui viennent avec cette approche aussi. Donc, malheureusement, là, je ne vois pas ma diapo très bien. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu.
Donc, un des défis, c'est qu'il faut établir un langage commun. Comme je vous ai dit, si on vient tous de différents points de vue, ben, on n'a pas toujours un langage commun. Fait qu'il faut le tenir en compte. Des fois, il faut concilier les rythmes de la recherche, la clinique, du secteur privé au public. On ne travaille pas tous nécessairement au même rythme, donc il faut en être conscient. Et ce n'est pas une erreur. La collecte de données dans un environnement réel, je l'ai présenté comme un avantage et ça l'est, mais c'est clair que des fois, ça peut aussi être un défi. Donc, pour établir un langage commun, c'est clair que nos expériences sont complémentaires, mais ce n'est pas toujours clair que nous parlons le même langage. Donc ici, je vous présente un petit exemple qui s'est passé il y a un mois. Nous étions tous dans un groupe, c'était pour le projet Vitalis, donc nous étions tous des membres du consortium Vitalis, donc en principe, on devrait avoir déjà un langage commun. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et on a fait l'expérience. J'ai demandé c'est quoi les 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot co-création? Et si vous vous rappelez, le mot co-création fait partie de la définition de laboratoire vivant. Donc, c'est pas important de voir tous les mots qui sont ressortis. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que malgré le fait que nous soyons tous, que nous faisions tous partie du projet Vitalis, comme on vient de différents endroits, on n'a pas toujours un langage commun. Il n'y a pas vraiment de mots qui sont ressortis communs dans cette expérience. Fait que vous pouvez imaginer que ça peut devenir encore plus difficile quand on communique avec des personnes qui proviennent de milieux encore plus différents. Donc, il faut tenir ça en compte. Et pour essayer de pallier à ce défi, on est en train de travailler à Vitalis sur un lexique ou un glossaire de termes qui sont liés au laboratoire vivant pour se trouver justement un langage commun qu'on peut utiliser. Ensuite, en plus de certains avantages, comme je vous l'ai dit, on a aussi des défis qui peuvent survenir lorsqu'on fait une collecte de données dans un environnement réel. Donc, il y a clairement un manque de contrôle. On peut contrôler beaucoup de variables quand on est dans un laboratoire, mais on perd ce contrôle quand on est dans un vrai environnement. Donc, on a du bruit. Dans notre cas, nous étions dans le musée. Le musée est ouvert pendant qu'on fait notre collecte de données. Donc, on a des personnes qui passent devant nous, autour de nous. On a des groupes d'étudiants, on a des tours guidés, on a eu plein de personnes qu'on n'a pas pu contrôler. C'est comme ça que ça se passe. On s'est retrouvé une journée où on est arrivé, puis une de nos œuvres d'art avait été changée, elle avait été déplacée parce qu'elle faisait maintenant partie d'une autre. En tout cas, elle avait été déplacée. On ne nous avait pas averti la journée. Donc, on est arrivé, on a rapidement changé pour une autre œuvre d'art, mais c'est ce qui arrive quand on n'a pas toujours le contrôle. Ensuite, on a des contraintes physiques où on peut s'installer, où on peut installer nos technologies. Donc, vous voyez quelques photos de où on voulait être installé. On est arrivé la journée même, puis on s'est rendu compte, le petit couloir que vous voyez à gauche, à droite plutôt, ce sont des petits vestiaires. Donc, nous, quand on est allé voir, on s'est dit, ah, c'est parfait, on a un long couloir, on peut faire une belle collecte de données, mais ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est que tous ces vestiaires-là étaient pleins et tout le monde rentrait, puis sortait, puis ils venaient pas chercher leur manteau. Donc, on n'a pas pu utiliser ce couloir, malheureusement. Donc, c'est des contraintes qu'il faut faire face. Donc, tout ça étant dit, est-ce que ça vaut la peine? Oui, absolument, ça vaut la peine. C'est une approche qui est tellement riche. Donc, j'aimerais terminer juste avec quelques conseils pour maximiser les chances de mener à bien un beau projet. Donc, en premier lieu, il faut vraiment avoir un bon alignement entre les besoins et les intérêts de tous les membres du partenariat et aussi avoir une complémentarité entre tous ces membres-là. En plus, dès le début, il faut déterminer les rôles et responsabilités de chaque membre. On peut même penser à avoir une entente de partenariat. Dans certains cas, ça peut être utile. Il faut toujours se rappeler d'avoir une relation égalitaire.
où chacun a une voix et aussi un pouvoir décisionnel. Ce ne sont pas seulement les chercheurs qui mènent, c'est vraiment tout le monde qui mène ensemble. Il faut garder une communication ouverte, claire et franche, et ça tout au long du projet. Tenir aussi des rencontres régulièrement, vérifier que tous les membres sont toujours sur la même longueur d'onde, s'ajuster. Donc, c'est vraiment un processus qui est itératif. Donc, sur ça, je vais terminer ma présentation et je vais juste prendre une seconde pour vous parler de l'école d'été Vitalise. Donc, c'est une école d'été qui va se dérouler en Grèce cet été. La date limite pour s'inscrire, c'est le 15 juin. Et c'est 2 journées où on va parler que des laboratoires vivants. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien ici sur la diapo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nancy, pour cette présentation très inspirante. On va prendre peut-être juste 1 ou 2 minutes pour des questions, sinon on va passer tout de suite à Aline, puis on va garder les questions pour la fin. Parfait. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième présentation de Aline, donc étudiante en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal, à l'École de réadaptation et affiliée au Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, Aline, je te passe la parole pour nous présenter ton projet sur la résidence le 16. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, super bien. Vous voyez bien aussi mon écran? OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Un petit instant. OK, donc, comme mentionné par Amel, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Le 16, qui est un projet de co-développement d'habitation intelligente visant à soutenir le maintien des personnes âgées dans le domicile de leur choix. Alors, ce n'est pas un secret pour personne, le vieillissement de la population amène les gouvernements canadiens et québécois à prioriser le vieillissement à domicile, ce qui est aussi un désir des personnes âgées. Et en recherche, pour adresser ce défi complexe, un grand nombre de technologies sont développées. Toutefois, peu sont testées dans le domicile des personnes âgées ou avec la personne âgée. En effet, les technologies sont souvent développées en marge de la personne âgée et puis de son écosystème. Donc, l'impact réel de ces technologies pour le bien vieillir est peu documenté et il s'avère alors que ces technologies ne répondent pas aux besoins spécifiques de la clientèle et donc que les technologies sont abandonnées. Un moyen pour répondre à ces éléments et d'augmenter les chances d'adoption de la viabilité de ces solutions technologiques, c'est de co-créer la solution avec le milieu où on désire utiliser la technologie et avec les utilisateurs finaux. Et c'est ce qu'on fait dans le cas d'un laboratoire vivant. Donc, le laboratoire vivant, pour nous, dans le cadre de notre projet de recherche, c'était vraiment l'écosystème d'innovation qui est basé sur une approche de co-création et qui mobilise des processus de recherche et de développement qui peuvent être vraiment variés. Les processus de recherche sont ancrés dans les milieux réels et impliquent les usagers au centre de la création. Donc, c'est vraiment le partenariat entre toutes les parties prenantes qui assurent le succès des innovations parce que ça permet de venir tenir compte de l'ensemble des besoins et des opinions dans le développement de la technologie. Lorsque je parle de partenariat, on considère 4 grands groupes, dont le secteur public, le secteur académique, le secteur privé et les utilisateurs. C'est, comme Nancy l'a mentionné, des acteurs clés pour assurer le bon développement de la pérennité le bon développement et la pérennité de la solution. Et puis, ça amène l'expérience complémentaire dans le développement du projet. Et dans le cadre de notre projet à nous, pour le développement de l'habitation intelligente, l'écosystème consistait en tous ces différents partenaires. Donc, on avait tout d'abord la résidence, le 1615-1625, qui était le milieu preneur. C'est une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Et donc, c'était le milieu qui se voulait participant au projet, mais vraiment pour intégrer les technologies chez lui. Donc, c'était un partenaire actif dans la recherche, le milieu preneur de l'innovation.
Et puis, c'est dans ces établissements que les personnes âgées autonomes, nos utilisateurs principaux, vivent. Et on avait aussi le partenariat des fondations dont l'objectif et la vision s'alignaient avec la nôtre, donc de contribuer au bien vieillir des personnes âgées. Et on avait aussi l'implication d'organismes sans but lucratif, de la coopération de plusieurs milieux académiques, de partenaires du milieu privé. Et le tout était soutenu par des organismes subventionnaires. Je tiens juste à mentionner que la multiplicité de tous ces partenaires-là peut être un enjeu, comme Nancy l'a mentionné, mais aussi ça amène des visions différentes pour s'assurer qu'en bout de ligne du Living Lab, la solution peut rester pérenne. Et maintenant, ici, pour assurer le succès du laboratoire vivant, tout d'abord, nous avons eu le besoin de créer une structure de gouvernance, donc de diviser les partenaires sous plusieurs comités de groupes de travail selon leur rôle et leurs responsabilités. Ceci a permis d'assurer le bon fonctionnement du projet de recherche et que chaque partenaire se retrouvait à sa place et selon les responsabilités que lui pouvait amener au projet de recherche. Donc, c'est le partenaire qui décidait de quel comité il voulait faire partie et c'était aussi son choix de dire à quel point il voulait être impliqué. Ensuite, un deuxième point important pour assurer le succès du laboratoire vivant, c'est d'impliquer les utilisateurs dans le processus créatif. Ceci peut être fait comme nous, on l'a fait dans le cadre de notre projet de recherche, avec des ateliers de co-développement avec les personnes âgées et les partenaires de la résidence, à chaque fois qu'on faisait une avancée au niveau du développement de la technologie. Ça permettait, entre autres, de sonder les différentes perceptions et de valider nos solutions. Mais le point le plus important, c'était de faire un retour pour montrer à nos utilisateurs comment leurs commentaires et leurs opinions avaient été intégrés dans le développement de la technologie. Et c'était important parce qu'il faut leur montrer qu'on tient vraiment compte de leur opinion, que leur opinion est importante et qu'ils sont des vrais partenaires dans le développement. Ils sont vraiment présents pour développer le produit final. Ils ne sont pas juste des consultants. Il faut vraiment les intégrer dans le processus. Et un troisième point important à considérer pour assurer le succès du laboratoire vivant, c'est de tenir informés les différents partenaires des progrès et des bloquants selon les modes de communication adaptés aux différents partenaires. Et dans notre cas, en consultation avec eux, on a établi qu'on aurait des réunions mensuelles avec le milieu, des réunions bimensuelles avec le comité exécutif, une réunion biannuelle avec l'ensemble des partenaires, l'envoi de capsules informatives aux différents partenaires et un rapport annuel d'activité qui est envoyé aussi. Donc, encore une fois, tous ces processus sont établis de manière en coopération avec les différents partenaires pour s'assurer qu'on tient bien compte des différents besoins des partenaires et de leur mode opératoire dans la création du laboratoire vivant pour le développement de la technologie. Enfin, en contexte de pandémie, on a dû un peu modifier nos procédures et une stratégie gagnante qu'on a trouvée pour soutenir le laboratoire vivant, c'était de maintenir un contact vraiment étroit et hebdomadaire avec les personnes âgées. On voulait les tenir au courant de la progression du projet de recherche, des nouveaux échéanciers et de leur expliquer pourquoi on ne pouvait plus aller les voir et comment on allait procéder pour la suite. Ceci permettait, entre autres, de garder leur intérêt pour le projet de recherche, mais encore une fois, de leur démontrer qu'ils sont partenaires dans le processus de développement et pas juste des sujets à la recherche. Et une autre stratégie, c'était aussi de maintenir un contact étroit avec l'administration. Et ça nous permettait d'être tenus au courant des nouvelles procédures et des différentes choses à respecter pour pouvoir poursuivre le projet de recherche en temps de pandémie. Et encore une fois, l'idée ici, c'est de considérer tous ces gens comme des partenaires du projet pour la viabilité du projet. Une des forces du laboratoire vivant, c'est qu'à la fin du projet de recherche, on a vraiment une technologie qui a été co-créée
dans le domicile de la personne âgée et ça nous permet d'évaluer si les technologies ont un réel potentiel et d'évaluer les bloquants avant la commercialisation et aussi les besoins nécessaires pour pouvoir assurer la pérennité suite à la fin du projet. Et une autre force, c'est que le projet est vraiment motivant. Et ce que je veux dire par là, c'est que autant la recherche que le milieu preneur, que les différents partenaires, ils sortent gagnants de ce type de recherche. Comme on est dans un laboratoire vivant et que tout le monde est partenaire, chacun a un intérêt et une motivation pour le développement de la solution. Donc, par exemple, quand tout le monde a été débordé avec la COVID, on n'a pas été oublié dans le projet de recherche. Les communications sont restées et le processus a pu continuer. Et enfin, des considérations importantes à considérer lors de l'élaboration d'un laboratoire vivant, c'est que puisqu'il y a beaucoup de partenaires, c'est vraiment primordial, comme Nancy l'a dit, d'avoir des méthodes de communication claires et une compréhension très claire des responsabilités de chacun. Il y a aussi un besoin d'avoir une structure qui permet de trancher lors de la prise de décision lorsqu'il n'y a pas de consensus. Et enfin, il faut faire attention à l'hétérogénéité du vieillissement qui peut devenir un enjeu difficile à adresser lors du choix à prendre vis-à-vis le développement de la technologie pour pouvoir, encore une fois, répondre au plus de besoins possibles. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui conclut la présentation. Merci beaucoup, Aline, pour cette présentation très intéressante. Comme pour Nancy, on va garder les questions à la fin, puis on va faire une discussion sur les Living Labs si jamais il y a des questions. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Maude qui va nous parler de son projet Amora, Alliance pour la mise en œuvre d'un répit atypique. Maude est étudiante au doctorat en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Donc, je te cède la parole tout de suite, Maude. Non, tout à l'heure, ça a pris quelques secondes avant que la présentation apparaisse pour tous. On va lui donner le temps d'arriver. Vous voyez, je vois des signes de tête. Oui, on la voit très bien. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis super contente d'être capable de venir vous parler du projet Amora. Comme le si bien dit notre animatrice, en fait, mon nom est Maude et puis je suis une étudiante au doctorat en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke sous la supervision de professeurs Véronique Provencher et Annie Carrier. Pardon. Le projet Amora, en fait, fait en partie de ma thèse. Aujourd'hui, je vais vous faire un bref résumé du projet. Quel est le projet Amora? Où se situe le laboratoire vivant concrètement dans notre projet? Quelques pour et contre, avantages et défis de l'approche. Et puis, je vais conclure en vous faisant part de mes propres recommandations pour une étudiante au doctorat qui a piloté ce type de projet. Je commencerai d'abord avec une introduction. En fait, le projet Amora est vraiment venu d'un besoin terrain qui était ressorti en esprit d'améliorer l'offre de répit pour les personnes âgées, les proches aidants de personnes âgées, donc les services de répit à domicile. Et comment améliorer l'offre de répit? En fait, c'était vraiment d'essayer d'agrandir l'offre dans sa flexibilité et dans sa réactivité aux besoins et sortir un peu des cadres des services là, plus traditionnels. Donc, aller dans comment on peut bonifier le service de répit pour avoir des services de soir, de nuit, de week-end, des services de répit potentiellement d'urgence. Et puis, c'est ce qui nous a amené à collaborer avec une association de la Guadeloupe dans les Antilles françaises qui, eux, opèrent avec une plateforme de demande de répit en ligne. Donc, sans plus tarder, je vous donne plus de détails sur le projet. Donc, en fait, le projet Amora, c'est vraiment un projet qui est scindé en deux objectifs distincts. Notre premier objectif était vraiment centré autour de la co-construction d'une solution. Donc, comment fait-on pour améliorer l'offre de répit dans notre région? Donc,
Pour ce faire, on a passé au travers de certaines méthodologies, mais surtout d'un atelier de co-construction où est-ce qu'on a regroupé tous les acteurs qui étaient importants autour du répit en Estrie. Donc, c'est qui? Donc, nos organismes de services à domicile communautaires, le CIUS était présent, d'autres organismes qui donnent des services comme par exemple la Société Alzheimer et évidemment des proches aidants. Donc, une des solutions qui est ressortie durant cet atelier-là était l'idée d'un site Internet, d'une plateforme où est-ce qu'on n'avait pas simplement des informations sur les services, mais où est-ce que le proche aidant pouvait demander un service en ligne directement. Et c'est ce qui a amené au partenariat qu'on a présentement avec l'A3A, qui est un organisme en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, et qui opère sous ce modèle où est-ce que les proches aidants, une fois qu'ils sont enregistrés dans la plateforme, peuvent simplement demander des services de répit en entrant dans la plateforme. Leur demande est envoyée à des relayeurs, ça c'est leur terme à eux pour les intervenants, qui, par la suite, se mobilisent et décident d'aller en intervention. Donc, la deuxième partie du projet Amora était vraiment centrée sur comment peut-on adapter cette fantastique idée qui fonctionne bien sur le territoire de la Guadeloupe, mais comment on doit adapter ça à notre territoire de l'Estrie qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, n'a pas nécessairement les mêmes enjeux. Donc, encore une fois, c'est là qu'on a travaillé avec des ateliers de travail, des ateliers de co-construction avec les mêmes acteurs que je vous ai parlé tout à l'heure pour adapter la plateforme. Le projet présentement là, est dans un projet pilote où est-ce qu'on essaie la plateforme dans 2 organismes de services à domicile là, en Estrie. Donc, en gros, c'est le projet Amora dans ces 2 parties. Donc, maintenant, la question importante et intéressante, c'est où se situe l'approche de laboratoire vivant dans ce projet-là? Mes collègues là, ont présenté c'est le fun de voir qu'on est tous dans la même, au moins lignée de définition. J'allais présenter une définition qui reprend vraiment ce que mes collègues disent, qui est selon moi l'essence du laboratoire vivant, hein, qui est vraiment la co-création d'innovation avec les usagers dans un contexte qui est non seulement connu, mais qui est aussi réel. Je rajoute ici des petites précisions que l'approche laboratoire vivant, ce n'est pas nécessairement une recherche d'action participative, hein, où est-ce que l'usager est comme vu comme un co-chercheur, donc ce n'est pas nécessairement ça. Puis l'approche laboratoire vivant non plus, ce n'est pas nécessairement un laboratoire à proprement dit. Là, hein. Souvent même, on préconise des milieux de recherche qui sont naturels. Dans le projet Amora, où se situe concrètement l'approche de laboratoire vivant? Mais comme vous avez pu voir, c'est dans les ateliers de travail qu'on a menés. Dans le coin ici, je vous ai donné 2 exemples d'outils qu'on a utilisés dans les ateliers de travail. Le premier ici, là, vous voyez les grandes feuilles blanches, là, on avait simplement demandé, là, ça c'était lors des premiers ateliers, où est-ce qu'on demandait aux gens de parler des solutions possibles à l'amélioration des services de répit. Et puis là, les gens, on avait utilisé la méthode triage, hein, qui était en gros de demander aux gens d'énoncer des items et puis après ça, de demander de faire une priorisation. Donc là, on avait mis nos énoncés sur les tableaux, puis les gens, par la suite, avaient apposé des petits collants pour prioriser qu'est-ce qui était le plus important. Lorsqu'on a eu là, la plateforme, puis qu'on se questionnait sur comment adapter la plateforme, vous avez un petit exemple d'un scénario d'usage qu'on a utilisé là, dans un atelier. Donc, dans l'atelier, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait vraiment le parcours au travers de la plateforme. Donc, je suis un proche aidant, je ramasse mon téléphone, j'ouvre. Donc, vraiment, c'est quoi le parcours au travers de la plateforme? Puis, on révise en considérant qu'est-ce qu'on pense qui est faisable, qu'est-ce qui est acceptable. Donc, ça, c'est 2 exemples d'outils qu'on a utilisés dans les ateliers de travail. Aussi, un aspect important là, du Living Lab, puis Aline aussi en a parlé un peu, c'est le concept d'avoir une espèce des différents comités. Donc, par exemple, un comité de pilotage, là, c'était notre comité d'experts, si vous voulez, qui nous a aidés tout le long du projet pour nous aider à nous soutenir dans nos décisions méthodologiques, est-ce qu'on choisit les bonnes approches, mais aussi pour identifier les acteurs clés de qui on devrait impliquer dans le projet. Donc, nous, notre comité de pilotage, c'était surtout des chercheurs qui travaillent dans ces thématiques-là, mais aussi, on avait aussi des personnes proches aidantes. Donc, voilà un peu l'approche de laboratoire vivant et ses grandes lignes, et puis des exemples concrètement dans le projet Amora, par exemple, comment ça s'articule. Quelques avantages et défis. Encore une fois, je pense que mes collègues là, ont fait un bon portrait. Moi, je pense que les principaux avantages, c'est la sensibilité à son contexte. C'est toujours essayer de travailler à l'intérieur de son contexte. Je trouve aussi que l'avantage de mettre l'accent sur la collaboration, comme mes collègues l'ont dit, en fait, avant le projet, mais c'est important parce qu'on est capable de bien connaître c'est quoi notre contexte.
c'est qui nos usagers, c'est quoi leurs besoins. Pendant le projet, bien, ça fait qu'on contribue à construire une innovation qui est utile, puis ça contribue aussi à l'engagement des personnes dans le projet. Puis à la fin du projet, mais c'est important parce que ça contribue à ce que non ce soit ce qu'on a créé, que ça soit périn, mais aussi le projet en tant que tel aussi. Quelques défis. Ben moi, j'ai eu un peu l'approche d'une étudiante au doctorat qui essaie d'écrire sa thèse. Des fois, c'est difficile. Je pense que Nancy l'a dit aussi, a donné un bon exemple. Des fois, c'est difficile de définir certains concepts, puis il y a peu de consensus. Différencions la co-création, de la collaboration, de la co-construction. Donc, il faut quand même prendre le temps de bien s'asseoir sur nos concepts. Puis aussi, les méthodologies de recherche. Comment bien choisir sa méthodologie, comment pour faire de la création en collaboration. Fait il faut tenir compte de tout plein de variables. Donc, c'est qui va être autour de la table, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos ressources. Donc, c'est assez difficile de faire des choix. Puis, il y a des limites inhérentes à ces méthodologies de recherche, là, comme des groupes de discussion. Là, je pense que je n'ai pas à vous convaincre de tout ça, là, mais donc voilà. Je pense que les avantages pèsent très fort dans la balance et les défis, bien, surtout ce que je vous ai nommé, je pense que c'est des choses qu'on est capable de tenir en compte et puis de pallier là, au travers de nos projets là, le plus possible. Je vais terminer en vous faisant quelques-unes de mes recommandations spéciales étudiants. Là, donc, c'est vraiment, il n'y a pas de référence ici dans cette diapositive-là, c'est vraiment tiré de mon expérience personnelle dans un projet de recherche comme ça en collaboration. Je dirais en premier de bien s'entourer, autant des acteurs de votre problématique, parce que c'est important de trouver des champions, des gens qu'on sait qui vont être des bons représentants de la problématique, mais aussi de s'entourer des acteurs de la recherche sous cette approche pour être capable de s'outiller. Puis ça rejoint un peu le deuxième point qui est être proactif dans sa recherche de formation. Je pense que cette approche-là de recherche, c'est un peu méconnu, en tout cas dans mon expérience. Donc, je pense que ce n'est pas non plus nécessairement intuitif comme approche de recherche. Fait que je pense que c'est important là, d'être proactif dans sa recherche de formation pour justement faciliter là, nos décisions puis le déroulement de notre recherche. Je note aussi documenter son processus, surtout si on est un étudiant, on veut écrire une thèse, on veut écrire un rapport de ce qu'on fait. Puis quand on a des projets assez complexes sur plusieurs années qui impliquent plusieurs partenaires, c'est important de documenter ce qu'on fait pour avoir une trace et puis être capable de revenir par après sur notre processus. Et puis, je finis avec les 3 P. Je me dis patience, parce que c'est un processus qui peut paraître chronophage, des fois, de rallier tous les partenariats ensemble, même si ça vaut la peine. Persévérance, parce que des fois, il y a un peu d'aller-retour. C'est un processus itératif, comme mes collègues l'ont dit, où est-ce que des fois, il y a des allers-retours entre nos approches, nos objectifs, nos partenariats. Je pense que ça vaut la peine de passer par-dessus ça dans nos projets de recherche et de laisser la chance de voir que ces allers-retours-là sont utiles. Et finalement, pragmatisme, parce que je pense qu'à la fin de la journée, on veut des retombées concrètes, pas seulement pour les projets de recherche et pour notre thèse, mais aussi pour les participants, les gens qui se sont impliqués dans notre projet, qui ont mis du temps. On va être capable de leur donner des retombées, si vous voulez, concrètes de leur implication. C'est ce qui met fin à ma présentation et je vais être très contente de pouvoir répondre à vos questions et jaser avec vous et mes collègues. Merci beaucoup, Maude, pour cette super présentation, très, très intéressant. Et je pense que ça vient compléter, dans le fond, on a vu trois types de laboratoires vivants, si on peut dire ça comme ça, avec plusieurs avantages et je dirais quelques inconvénients. Ça amène à réfléchir justement à comment adresser ces défis-là. Donc, je ne sais pas dans la salle s'il y a des questions, ça peut être sur le chat, ça peut être en allumant le micro. Sinon, moi, j'ai quelques questions de mon côté. Ben, je vais peut-être commencer alors avec une question pour partir le bal. Justement, Maude, je trouvais très intéressant que tu adresses les défis liés au fait d'être étudiant au doctorat et de mener ce genre de projet. Si on pourrait amener ça un peu plus large en disant en tant que chercheur, en tant que futur chercheur, c'est quoi les défis d'utiliser ce genre
que ce soit ce genre d'approche, ce genre de méthodologie, dans le sens, comment vous voyez ça, l'arrimage de nos objectifs en tant que chercheurs? On s'entend que, comme tu as dit, on a des articles scientifiques à écrire, on a des demandes de subventions à faire, etc. Comment arrimer ces objectifs-là aux objectifs des partenaires, donc qui sont des fois complètement différents? J'imagine que ça peut être difficile parfois, donc je me demandais qu'est-ce que vous en pensez, Aline, Nancy, par rapport à ça. C'est sûr, hein, je pense que c'est un peu la même. Je ne veux pas hein, que ce soit les objectifs du chercheur ou que ce soit l'objectif des étudiants. Comme tu disais, hein, on a peut-être des objectifs qui sont différents. Puis je pense que je ne l'ai pas explicitement nommé dans ma présentation, mais Nancy et Aline l'ont fait, elles. C'est vraiment la communication. Hein, puis comme expliciter aussi un peu nos backgrounds, hein, chacun un peu, là, OK, là, moi, c'est ça, à la recherche, souvent, je parle de mon expérience, je veux dire, on apporte beaucoup d'importance à la rigueur de notre processus, puis, il faut vraiment qu'on comprenne le temps de bien aller un peu étape par étape, puis tout ça. Puis des fois, ça peut paraître un peu long hein, pour certains partenaires qui s'attendent à des retombées concrètes relativement rapidement. Fait que je pense que c'est ça, hein, c'est une mutuelle compréhension des défis et des limites de chacun, puis un peu de s'entendre sur les retombées aussi. Là. Mais oui, en effet, c'est pas des objectifs vagues. L'objectif, c'est de faire co-construire ça, puis ça c'est pas assez hein, pour définir, s'entendre sur les objectifs d'un projet. Là. Oui, puis ça me fait aussi penser à ce que Nancy disait, d'utiliser un langage commun. Ça peut aider aussi, j'imagine, à justement setter des objectifs communs. Puis comme tu dis, un peu moins général que juste co-construire. Il y a plein d'objectifs spécifiques. Puis, ben, merci. Aline, tu aurais peut-être quelque chose à ajouter? Oui, bien, en fait, c'est pour rebondir dans la même lignée que Maude, dans le sens où la communication claire, c'est pas juste en termes de la communication au niveau du projet de recherche, mais aussi pour les objectifs et que les partenaires soient au courant que même si c'est un Living Lab et que c'est un partenariat, en recherche, on a des objectifs précis à accomplir et à adresser et des timelines à suivre et un processus à suivre aussi. Donc, c'est pour ça souvent qu'on ne peut pas avoir des retombées aussi rapidement qu'ils le voudraient peut-être. Et c'est ça, c'est d'être vraiment transparent à ces niveaux-là dans la communication. Ouais. Merci, Aline. J'ai une question dans le chat justement qui est dans la même lignée. Dans le fond, j'ai M. Francis qui demande merci pour les présentations. J'utilise la recherche-action comme approche de recherche, mais aussi de consultation, gestion de projet. Surtout dans le monde de l'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie. Pouvez-vous revenir sur les différences entre la recherche-action et les laboratoires vivants? Et ça va un peu aussi avec la deuxième question que moi j'avais. Est-ce que vous avez des modèles, que ce soit des modèles de processus, des modèles conceptuels qui permettent de cadrer ce genre d'approche-là? Donc, je vous laisse répondre chacune. Je pense que c'est moi qui avais comme un peu lancé la perche dans ma présentation par rapport à la différence à des devis plus recherche-action participative. Puis ça, veut pas, ça fait un peu partie, hein, quand on écrit un doctorat, on dit pourquoi c'est une approche laboratoire vivant et pourquoi c'est pas de la recherche-action participative. Là. Puis dans mon cas, sans vous lire ma question d'examen général, je vous dirais que la réponse se situe surtout au niveau de, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la recherche-action participative, on a l'objectif, c'est vraiment de mettre la personne, mettons, appelons-la l'usager pour qu'on réutilise les termes, comme en tant que co-chercheur. Donc, la personne n'est pas simplement, participe pas nécessairement à des ateliers de travail et pas nécessairement centrée au niveau de l'innovation. La personne est un chercheur. Donc, la personne va travailler sur le protocole de recherche à proprement dit. Si on parle hein, de la recherche-action pure, qui est vraiment centrée sur l'empowerment, puis la défense des droits, puis cette approche-là, c'est ça, l'usager est vraiment un co-chercheur. Il participe autant dans le design du projet que dans la collecte de données elle-même, et puis même dans la dissémination par après. Désolée si vous entendez mon chien, mon Atchoumé à côté de moi, là.
Donc, alors que dans l'approche de laboratoire vivant, comme on a dit tout à l'heure, oui, on implique l'usager, mais le projet de recherche n'est pas nécessairement piloté par l'usager, même si on accorde beaucoup d'importance à l'usager, par exemple, dans notre projet, là. Je dirais que c'est la plus grosse différence, selon moi, conceptuellement, là. Mais oui, on retrouve, je pense, des méthodologies de recherche qui sont similaires, des concepts, des modèles théoriques, des concepts qui reviennent. Mais si on veut vraiment être fin dans les détails, là, je pense que je dirais ça à Francis, qui peut m'écrire s'il veut avoir la documentation sur le sujet. Mon micro était fermé. Je disais merci Maude pour cette réponse. Je ne sais pas si les deux autres voulaient ajouter quelque chose. Sinon, j'ai Nathalie qui a peut-être une question. Bon, je vais prendre la question de Nathalie dans ce cas-là. Oui, ben, c'était peut-être juste des éléments de complément à la réponse de Maude. Dans le fond, c'est une super bonne question, hein, cette différence entre la recherche-action et le laboratoire vivant. Puis il y en a plusieurs qui ont essayé de distinguer un peu les concepts fondamentaux différents. Puis je dirais qu'en plus de ceux dont tu as parlé, Maude, une des choses qui revient souvent aussi, c'est que les laboratoires vivants doivent nécessiter plus que deux partenaires, deux catégories de partenaires. Donc, quand on va avec le 4 hélices ou le triple hélice, comme présentait Aline, on arrive dans un écosystème de partenaires et là, on tombe plus dans un laboratoire vivant qu'une recherche-action. Ceci dit, on peut faire de la recherche-action dans un laboratoire vivant. Un laboratoire vivant, est-ce qu'on le définit comme un écosystème? C'est multiméthode, donc il peut y avoir de la recherche-action, on peut faire du user-centered design, on peut y imbriquer toutes sortes d'approches collaboratives de co-construction. Quand le laboratoire vivant est plutôt défini comme une méthode, parce qu'il y a 5 ou 6 définitions différentes de laboratoire vivant dans la littérature, quand c'est considéré comme une méthode, souvent, ça suit des procédures très similaires au design thinking. Donc, on va avoir une étape d'exploration des besoins, d'idéation, de prototypage, expérimentation. Et là, la différence vraiment avec le design thinking est plus difficile à faire, mais la plus grande différence étant peut-être qu'on met l'emphase sur la quantité de partenaires. Et il y en a d'autres qui vont parler aussi de la complexité des sujets. Donc, des sujets plus complexes vont demander des plus gros écosystèmes de partenariat et donc la mise en place d'une infrastructure, parce qu'un laboratoire vivant peut être carrément vu comme une infrastructure, une plateforme dans laquelle on réalise différentes formes de recherche, notamment parfois en utilisant un dispositif de recherche-action. Donc, ça, c'est la manière dont, moi, en tout cas, je le comprends après une dizaine d'années d'expérience en laboratoire vivant. Mais c'est vrai qu'on ne cherche pas le même genre d'empowerment que ce dont tu parles, Maude, où effectivement, dans la recherche-action participative, il y a quelque chose de beaucoup plus imbriqué entre l'équipe de chercheurs et le terrain. Merci, Nathalie, pour ces clarifications. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions dans le chat. Non. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public? Moi, j'aurais peut-être une petite question. Si vous deviez convaincre ici autour de la table des étudiants à se lancer dans l'expérience ou des chercheurs à se lancer dans l'expérience, ce serait quoi en un mot la plus grande valeur ajoutée d'un laboratoire vivant? Je vais me lancer. Je pense que pour moi, c'est complémentarité. Je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée. Dans mon expérience, c'est beaucoup la valeur qui a été ajoutée. C'est plus de personnes que nous avons autour de la table, plus d'idées que nous avons, plus de besoins que nous considérons et plus de points de vue. Tout ça vient, pour moi, définir la complémentarité. Donc, pour moi, c'est un peu central. Mais c'est selon mon expérience. Si je peux peut-être intervenir, même si je ne suis pas présentatrice, Maude, moi aussi, je viens de passer mon examen général de doctorat et moi aussi, j'ai eu à parler un peu des modèles plus au niveau de l'implantation et tout. Et moi, les Living Labs, ça me fait beaucoup penser à l'innovation responsable, dans le sens que le but, c'est de co-créer. Pourquoi co-créer? Parce qu'on veut quelque chose qui va
répondre aux besoins. On n'est pas juste dans l'innovation pour innover, pour faire plein de choses nouvelles, mais vraiment pour répondre à un besoin qui s'arrime avec aussi les valeurs de la société. Donc, c'est pour ça qu'on implique plusieurs acteurs clés. Donc, moi, ça me fait beaucoup penser à, on en parle de plus en plus, l'innovation responsable. Je trouve que le Living Lab répond beaucoup à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, moi, j'apprends dans la même direction que toi, Amel. Je trouve que c'est vraiment une méthode, pas une méthode nécessairement, mais un moyen de pouvoir répondre à des besoins réels dans un milieu réel pour s'assurer que ça fonctionne réellement. Donc, je ne serais pas capable de choisir un seul mot, Nathalie, mais je dirais à tout le monde qu'il faudrait qu'ils s'essayent dans ce type de moyens, de méthodologie, juste pour qu'eux-mêmes puissent vivre l'expérience et voir à quel point c'est utile d'agir de la sorte. Oui. Merci Aline, merci pour cette dernière intervention. Si je n'ai pas d'autres questions, ça ferait le tour et ça mettrait fin à cette belle session de conférence. Merci beaucoup aux présentatrices Aline, Nancy et Maude. C'était super intéressant. J'imagine que c'est partagé par tout le monde. J'ai des gens dans le chat qui vous remercient pour vos présentations. Donc, je pense que la session a été enregistrée et qui va être disponible sur le site de AgeWell, si je ne me trompe pas. Donc, si jamais vous voulez partager plus tard dans vos réseaux, ce fut vraiment des présentations très riches qui répondent vraiment à plusieurs questions que beaucoup de gens se posent en ce moment. Donc, je vous encourage à partager. Et sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée.